Bonsoir messieurs, bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir, Vous Christine Kelly. êtes philosophe, vous êtes fondateur de SOS Racisme en 1984, on en parlera dans un instant. Vous venez de publier votre dernier livre, je le disais, Ce virus qui rend fou, aux éditions Grasset. L'intégralité, il faut le préciser, des droits d'auteur de ce livre sont reversés à l'ADEC, l'Association pour le développement de la librairie de création. Alors, vous dénoncez l'abdication de nos droits, de notre art de vivre, surtout de notre raison avec ce virus. Première question à vous, messieurs, et je commence par vous, Bernard-Henri Lévy. Comment expliquer la réaction de notre démocratie face à l'épidémie? Je crois qu'elle était déjà très affaiblie, qu'elle était déjà notre démocratie et les démocraties en général lasses d'elles-mêmes, et que ça a été une occasion de le manifester. Donc il y a eu ça. Il y a eu le fait qu'il y a une tentation très profonde dans nos sociétés de mettre la santé avant toute chose. Ça s'appelle l'hygiénisme, de changer le contrat social contre le contrat vital, de vivre dans un monde aussi soumis que possible au principe de précaution, jusqu'à en devenir fou. Il y a cette idée que quand des gouvernants ne sont pas capables de nous protéger contre une épidémie, ils sont coupables, ils sont justiciables, on doit les traîner devant les tribunaux. Il y a tout ça, il y a cette judiciarisation de l'espace public qui a joué aussi. Et puis il y a autre chose encore, il y a le fait, alors si on prend les choses d'un point de vue philosophique, que Alexandre Kojève avait raison. C'est-à-dire le théoricien de la fin de l'histoire, celui qui disait qu'on était en train d'entrer dans une sorte de long dimanche de l'histoire où il ne se passerait quasiment plus rien et où n'importe quoi ferait histoire, où il y aurait un désir d'événementialité tel qu'on s'emparerait de n'importe quoi, de n'importe quel événement pour en faire un événement majuscule, ben c'était vrai. C'est-à-dire que là, on a eu une épidémie très grave, mais pas sans précédent. Pas la plus grave qu'ait connue l'histoire de l'humanité, pas la plus grave qu'ait connue l'histoire de la modernité. Mais cette demande d'historicité a fait que les sociétés s'en sont emparées. Les sociétés et nos démocraties. Et nos démocraties, et à l'unisson le reste du monde. Merci. Éric Zemmour, nos démocraties. Alors, moi j'étais pas surpris d'ailleurs par le thème de votre livre, mais par ce que ça implique. Je m'explique. J'ai beaucoup de points d'accord avec vous sur cette épidémie. Vous parliez de judiciarisation de nos sociétés. Vous savez, j'ai écrit un livre il y a 20 ans pour critiquer la judiciarisation de nos sociétés. Donc c'est une histoire qui me tient à cœur. Et vous avez tout à fait raison, dans le comportement des gouvernements, dans le comportement d'Édouard Philippe, il y a ce que j'ai appelé le syndrome Fabius, c'est-à-dire le sang contaminé, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, je dis pas ça, moi. Vous dites que c'est la peur des juges. C'est le contraire. À Laurent Fabius, on faisait le procès de quelque chose qu'il était censé savoir et qu'il n'aurait pas dit. Un procès ignoble. Attendez. Puisqu'il ne savait rien. Il ne savait pas. L'idée, c'était qu'il savait quelque chose qu'il avait caché. Là, on a fait le procès à Édouard Philippe de ne pas savoir. Non, mais... Oui, c'est l'inverse. Mais bien sûr, mais c'est un procès d'ignorance. On a fait au gouvernant. C'est là où la société est folle et où le virus a rendu fou. Non, d'accord, c'est pas ce que je disais. C'est qu'on a fait au gouvernant le procès de leur ignorance et de leur incertitude. Mais le vrai point commun, c'est que c'est les juges qui dirigent. C'est les juges qui déterminent qui est innocent et qui est tout coupable. C'est ça l'accord qu'on a. Deuxièmement, quand vous dites que, évidemment, que ce n'est pas l'épidémie du siècle, évidemment que c'est une petite épidémie par rapport à l'épidémie de grippe espagnole, et je ne parle même pas des épidémies de peste du Moyen-Âge ou même de choléra encore du 19e siècle, en 1832, etc. Donc tout ça, on est d'accord. Mais là où je ne vous suis plus, et c'est assez simple, c'est pour deux points de vue. Le premier, c'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Votre point de vue, on a l'impression que c'est un point de vue de dandy, hédoniste, qui refuse les contraintes qu'impose une société et qui ne voit pas qu'il y a des gens qui sont au contraire au charbon, qui vont travailler tous les jours et qui sont terrorisés à l'idée d'attraper la maladie si jamais ils ne mettent pas de masque, etc. Deuxièmement, là où je ne vous suis plus encore moins, c'est que les gens qui pensent comme vous,
qui ont pensé comme vous pendant cette épidémie, ce sont les gens que vous détestez. C'est Donald Trump, c'est Bolsonaro, c'est les mêmes Orban, tous les gens qui ont refusé au départ, c'est Boris Johnson, tous les gens qui ont refusé le confinement et qui ont dit non, il faut continuer à travailler, il faut continuer à vivre exactement comme vous. Alors vous allez me dire que ce n'est pas exactement la même chose, mais il n'empêche que si vous étiez cohérent, vous approuveriez ces gens-là au lieu de leur cracher dessus pendant des dizaines de pages. Je continue de leur cracher, Non, de leur cracher dessus. J'ai bien compris. Non, parce que vous m'avez mal lu. Je ne sais pas lire maintenant. Non, vous lisez trop vite, vous avez trop d'émissions. Non, non, Oh, non, mon point de vue n'est pas celui de Donald Trump. Moi, j'étais partisan du confinement. Je l'ai respecté. J'ai dit qu'à la fois, mais non, mais c'est écrit en noir sur blanc. Je sais. À la fois parce que je suis républicain Oui. et en hommage aux soignants qui prenaient des risques inouïs pour sauver ma vie et la vôtre, j'ai respecté le confinement. Simplement, j'ai dit que c'est pas parce que le livre il est fait pour dire que c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit être en plus crétin et qu'on doit être en plus terrorisé. Et ça n'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit prendre des plis et des habitudes qui, si elles duraient, nous installeraient dans une civilisation que je n'aime pas. J'ajoute que une des différences entre les Trumpistes et moi, c'est que les Trumpistes se moquent éperdument des victimes, des morts, alors que pour moi, chaque mort, mais si, c'est ce qu'ils ont dit, alors que pour moi, chaque mort est un crève-cœur. Quant au premier point, le dandy hédoniste. Le dandisme, je vous en prie. Le dandisme hédoniste, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que vous voulez dire. Pour l'instant, j'essaye surtout de faire mon métier d'homme, comme disait Camus. C'est-à-dire que la première chose que j'ai faite, après le confinement, dès que ça a été possible, dès qu'il y a un aéroport européen qui s'est ouvert, c'est d'aller à Bruxelles, de prendre un avion pour Athènes, de me mettre en une quatorzaine raccourcie et d'aller voir les pauvres entre les pauvres, les damnés entre les damnés, c'est-à-dire les réfugiés du camp de Lesbos, pour aller voir ce qui s'est passé, pour leur apporter mon soutien et pour rapporter dans Paris Match et dans un certain nombre de grands journaux occidentaux l'horreur de ce que j'y ai vu. Là, je peux vous dire, le dandy hédoniste, il a fait une enquête sur les chiottes du camp de Moria. Il a fait une enquête sur les points d'eau. Non, mais attendez, sur les points d'eau. Mais vous avez lu. Je vous ai lu. Je vous ai lu dans Paris Match. Voilà. Donc. Non, j'essaie surtout de faire mon travail d'intellectuel engagé. Le reste, c'est ma vie privée. Ça et ça ne vous regarde pas et ça ne regarde pas les téléspectateurs. Voilà. C'est marrant votre réaction parce que vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez la posture... le beurre et l'argent du beurre, c'est le rêve. Absolument. Et je n'ajouterai pas la suite. Mais qui ne veut pas le beurre? Absolument. Alors vous prenez le beurre et l'argent du beurre. Alors précisez votre pensée. Au bon citoyen, je suis obéissant, confinement, etc. Et en même temps, vous dites, mais ce confinement, c'est une bêtise, etc. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Non. Mais enfin, c'est pas grave, les gens apprécieront. Non, mais l'impression. Attends. C'est pas grave. Moi, vous êtes en contradiction, mais c'est pas votre première contradiction. Attendez, parce que non, je vais continuer parce que vous avez beaucoup de contradictions. Parce que le monde que vous dénoncez, et ça, si vous me permettez, parce que c'est important, le monde que vous dénoncez à longueur de page, c'est pas très long d'ailleurs, c'est le monde que vous avez fabriqué. Le monde de la fausse solidarité internationale. On a vu qu'on s'est battu sur les tarmacs pour les masques. Le monde des flux, le monde des sans frontières. On voit qu'il y a toujours eu des épidémies, je vous l'accorde volontiers, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas la mondialisation capitaliste qui a inventé l'épidémie. Sauf que avant, ça mettait des années à arriver. Là, en quelques jours, ça arrive. Pourquoi ça arrive en quelques jours? Ça arrive en quelques jours parce que les flux et de marchandises et d'hommes, tourisme de masse, etc., sont énormes. Et donc ce monde que vous avez voulu, de sans frontières, du faux internationalisme bidon, où en fait les intérêts sont sous-jacents, mais que vous ne voulez pas les voir, et surtout quand c'est les intérêts de la France, c'est votre monde. Et je finis. Vous regrettez, et là je vous suis tout à fait, que les peuples, et en particulier le peuple français, soient aussi craintifs, aussi peureux, aussi soumis aux ordres, etc. Mais mon cher Bernard-Henri Lévy, c'est vous qui les avez fabriqués comme ça. C'est vous, depuis 40 ans, qui les avez culpabilisés, en leur expliquant que c'était un pays de fascistes, de collabos, etc. C'est vous qui leur avez fait peur depuis 40 ans, et je finis là-dessus. Quand vous me dites « je suis allé à Lesbos », etc.,
vous croyez que c'est un titre de gloire. Moi, pour moi, ce n'est pas un titre de gloire. Vous allez voir nos envahisseurs. Vous allez voir des gens qui sont peut-être pauvres, ça vous avez tout à fait raison, mais qui n'ont qu'un espoir, c'est venir chez nous pour nous envahir et imposer leur mode de vie à nos pays. Donc vous êtes l'agent de ces envahisseurs. N'en faites pas un titre de gloire. Ce n'est pas du tout glorieux. Sincèrement, Éric Zemmour. Oui, je crois sincèrement. Vraiment, attendez, là vous me laissez parler. Je vous en prie. Vous croyez vraiment que 20 000 pauvres enfants, femmes et hommes, venus du Soudan, venus d'Érythrée, fuyant les combats de la guerre de Syrie, 20 000, sont les envahisseurs de 500 millions d'Européens? Vous croyez vraiment à cette équation-là? Oui. Et vous vous rendez compte de l'ignominie de ce que vous venez de dire? Allez-y à Lesbos, allez voir ces gens, allez leur parler, allez regarder dans quelles conditions ils vivent. Ces conditions, c'est la honte de l'Europe. Et venir dire en plus que cette pauvre petite communauté d'humains, de frères humains, c'est vos frères, ils vous ressemblent. Mon vieux, ils vous ressemblent. Mais oui. On est tous des êtres humains. Non. Ah ben non, mais pas selon votre logique. Les transformer en envahisseurs, c'est un discours dégueulasse. Ça, c'est une chose. C'est la réalité historique. Deuxièmement, l'internationalisme. Moi, j'ai jamais été pour l'internationalisme bidon, comme vous dites, ou l'internationalisme de je ne sais quoi. Moi, je suis pour la fraternité. Et je suis en effet pour que les hommes... Non, mais on est bien d'accord. Pas la fraternité française. La fraternité mondiale. Okay. Je suis aussi pour la fraternité française, mais très bien. Mais je suis également pour, par-delà les frontières, par-dessus les frontières, se tendre la main. J'ai bien compris. Pour ce qui concerne le Covid, je peux vous dire un truc, mon cher Éric Zemmour, c'est que si il y a une chance d'inventer cette fois-ci un vaccin, s'il y a une chance que ça ne dure pas des années, comme les épidémies d'autrefois, ce sera grâce à la mondialisation. Parce que tantôt les chercheurs, les laboratoires coopèrent, tantôt ils s'engagent dans une compétition sauvage sous l'œil de la mondialisation, parce qu'ils échangent des informations. Les masques qu'on nous distribue à l'entrée de CNews, ils sont les fruits de la mondialisation. Les tissus est fabriqué en France, l'élastique en latex, il est fabriqué à partir de produits qui viennent de très loin. Donc, la mondialisation, c'est précisément le remède. Une des raisons qui fera que cette épidémie, elle sera moins grave que l'épidémie de grippe espagnole. J'espère moins grave que celle que j'ai connue de 1968. Une des raisons, c'est justement la mondialisation. Et enfin, attendez, première question, le confinement. Il n'y a pas de contradiction. Je dis à la fois que le confinement était sanitairement nécessaire, mais qu'il est politiquement dangereux. C'est-à-dire que habituer les gens à penser... Du beurre. Mais pas les beurres. Non, comptez jusqu'à 2. La soumission et la révolte. Toute blague mise à part. Mais non, c'est de l'oxymore que vous faites. Comptez jusqu'à 2, c'est-à-dire, je pense que sanitairement, pendant un certain temps, oui, pour arrêter l'épidémie, il ne faut pas être irresponsable comme Bolsonaro ou Trump. En revanche, si les gens s'habituaient à penser que pour être solidaire, il faut rester chez soi, que pour être frère du genre humain, il faut se replier sur soi-même et sur le cocon personnel de son nombrilisme, etc., je pense que ce serait désastreux. Donc c'est tout. Moi, j'aurais aimé, et j'aimerais, si ça revient, que cet état de confinement soit vécu par les citoyens comme un état d'exception. Et puis enfin... Et vécu comme un état d'exception. Et enfin, moi je n'ai jamais terrorisé les Français. Si. Vous les avez culpabilisés. C'est très différent. Bah oui, j'ai dit culpabiliser. Depuis 40 ans, vous les culpabilisez. Et donc, ils se soumettent parce qu'ils ont honte d'être eux-mêmes. C'est le pire que vous avez fait. La honte et le sentiment de culpabilité quand on a commis des crimes sont des beaux sentiments. Mais on n'a pas commis de crime. Bon. Alors, Éric Zemmour vous répond, Bernard-Henri Lévy, ensuite on parle un peu de l'international. Alors, le confinement, on élimine. Moi, je pense qu'il était... En plus, les gouvernements se sont sentis obligés de confiner parce que justement la mondialisation
nous avait mis dans la main des Chinois qui faisaient tous les masques. Et quand ils ont été, eux, touchés, ils ont dit les masques pour personne. Et c'est après qu'ils ont fait les généreux et qu'ils les ont donnés. Donc c'est la mondialisation qui nous a privés de l'industrie qui permettait de fabriquer tout ça sur le sol français et sur le sol européen. Vous avez du caoutchouc, de l'EVA qui pousse sur le sol français. Mais quel rapport? Mais il y a toujours eu des échanges. Mais il y a toujours eu des échanges, voyons. Quoi, les échanges? Mais les échanges, la mondialisation. Mais non, pas du tout, Ah pas du tout. La mondialisation, ce n'est pas la même chose. L'échange commercial, ça a toujours existé. Depuis Christophe Colomb, on a découvert l'Amérique, et même avant, il y avait les routes de Marco Polo. On connaît tout ça. Le commerce, ça a toujours existé. Ça prenait des années. Absolument. Alors que là, c'est mais la allé très technologie, vite. évidemment. Là, le virus non, mais est là, allé différent. plus vite, mais oui. les masques sont allés plus vite aussi. Non, parce que non, on n'a pas eu de masque parce qu'on n'avait plus d'industrie. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, pour Lesbos, quand vous dites c'est les pauvres et que c'est que 20 000, plus 20 000, plus 20 000 sur 20 000, 40 ans. mais, non. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que ça dure. Il n'y a pas ça 20 000, fait des dizaines de millions et ça finit par des centaines de millions. Il y a d'ailleurs 2000. Non. Il y a un camp prévu pour 2000 réfugiés. Depuis 40 ans. Non, je ne peux pas vous laisser dire. Nous parlons sur une grande chaîne sérieuse. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Nous sommes dans un camp prévu pour 2000 réfugiés. Vous en foutez de mon camp, ben moi pas. Moi je m'en fous pas. Alors, moi je m'en fous pas d'un camp prévu pour 2000 réfugiés qui en abrite 20 000 dans des conditions sanitaires épouvantables. Ils sont là parce qu'ils ont fui. Et ils sont là parce qu'ils ont fui la Syrie où nous avons laissé se dérouler une guerre impitoyable. Ça, on va y revenir. La différence entre vous et moi, c'est que vous, la guerre de Syrie, vous vous en foutez. Et que moi, moi, non. Moi je c'est très bien, messieurs, justement. Et quand vous dites c'est mes frères humains, vous avez tout à fait raison. Seulement, le soldat allemand, c'était aussi mon frère humain. Et le soldat français de Napoléon qui envahissait l'Espagne et qui s'est fait massacrer par les Espagnols, c'était aussi les frères humains. Le soldat nazi, le soldat allemand, il n'était pas nazi, il était allemand. Il était allemand, la Wehrmacht c'était allemand, c'était pas les nazis. Vous savez très bien. C'était pas les SS. Non, vous savez très bien. Et même le SS, c'est mon frère. L'un après l'autre, Mais oui, c'est un frère humain. On vous entend pas, l'un après l'autre. Vous venez de dire une nouvelle énormité. Pas du tout. Le SS est votre frère humain. Et il veut me massacrer. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Vous venez de dire une énormité. Pas du tout. Et même le soldat de la Wehrmacht, sur le front de l'Est, a commis un certain nombre d'atrocités particulièrement abominables contre les Juifs de Pologne et d'ailleurs. Contre les Polonais, et bien, moi, ces hommes-là, les Russes. L'une des choses qui caractérise l'humanité, c'est qu'elle est capable de tracer. Si, je vous laisse parler. Non, vous me laissez pas parler. Mais comment pouvez-vous dire, y compris aux gens qui vous lisent et qui vous admirent, comment pouvez-vous dire le SS est mon frère humain Alors, et le soldat de la Wehrmacht, pogromiste, mais oui, l'un après l'autre. Mais oui, je pousse. Éric Zemmour, vous répondez et ensuite on change de sujet. Votre logique exprès. Pour vous montrer où ça mène. Je suis accablé. Mais non, mais vous n'êtes pas accablé parce que c'est votre logique. C'est votre logique. Le djihadiste qui fait sauter, qui nous tue, c'est aussi mon frère humain. Et c'est l'enfant de celui que vous êtes allé chercher à Lesbos. C'est le même. Et c'est celui qui me ressemble, donc vous m'avez dit. C'est exact. Vous ne voulez pas voir la logique de vos actes. Non, parce que les humains ont des idées. Une des choses qui distingue les humains des animaux, c'est que les humains pensent. Et quand ils pensent des choses diverses. Et ben voilà. À l'intérieur, en Allemagne, vous aviez les nazis et vous aviez Willy Brandt, qui lui a quitté l'Allemagne pour ne pas avoir à participer au crime de la Wehrmacht. Tout le peuple allemand était derrière Hitler. Dans l'islam d'aujourd'hui, vous avez les gens de Daesh et vous avez des musulmans dans le monde entier qui résistent à l'islamisme. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on change de sujet. Si nous les confondons avec les autres, d'abord nous commettons une horrible injustice et ensuite nous commettons une terrible erreur politique. Dites-moi, vous croyez que les Américains, ils n'ont pas détruit toutes les villes allemandes ? Ils ont dit il y a des Willy Brandt à Dresde, et ils ont dit il y a des Willy Brandt à Stuttgart, ils ont dit il y a des Willy Brandt à Cologne. Mais je ne vous parle pas de ça. Bah alors, donc arrêtez avec vos distinctions à la noix. Mais parce que c'est pas vrai. Quand vous me dites, la distinction entre un nazi et un anti-nazi n'est pas une distinction à la noix. Mais c'est un être humain. Willy Brandt, réfugié, replié en Europe du Nord pour ne pas, écoutez-moi, pour ne pas avoir à tremper ses mains dans le sang du nazisme. Et venant ensuite, longtemps après, s'agenouiller au ghetto de Varsovie, alors qu'il n'avait pas participé au crime. Pardon, mais c'est une des grandes Messieurs, on a entendu chacun. L'humanité est capable. Vous êtes le roi des exceptions
qui confirme les règles. Vous êtes le roi, à chaque fois vous nous trouvez un type, deux types, trois types qui ne sont pas dans la masse. Seulement c'est les masses qui finalement conduites par des minorités font l'histoire. Et vos types qui sont des exceptions magnifiques, des musulmans modérés, des Allemands qui ne sont pas nazis, eh bien, je suis désolé, mais ça fait pas l'histoire. Alors messieurs, parce que tout simplement c'est des minorités on peut parler qui du sont racisme. balayées par les masses. On va parler du racisme maintenant. Alors On va ça, un autre sujet. Pardon. Rapidement, C'est un nouveau rapidement, point. Bernard On Henri n'en Lévy. est plus au SS, aux soldats de la Wehrmacht, qui est votre frère. Je vous remercie. C'est Maintenant, vous, je poursuis votre logique, excusez-moi. Vous ne me coincerez pas. Les exceptions. Toute l'humanité sont sorties d'Adam. Les exceptions, l'un après pardon, l'autre, l'un mais après j'ai le privilège sur vous, Oui. d'abord d'être un peu plus âgé que vous, et ensuite d'avoir pas mal voyagé. Et je peux vous dire qu'à Sarajevo, les musulmans démocrates, amis des droits de l'homme, amis de l'égalité des femmes et des hommes, c'est pas des exceptions. Bon, alors. Je peux vous dire qu'au Maroc, non mais attendez, c'est extrêmement important, c'est pas des exceptions. Je peux vous dire que le commandant Massoud et ses oui, commandants bien sûr. et ses Et puis, compagnons, vous bien. c'était On pas va y des venir. exceptions. Et je peux vous dire qu'en France, c'est vrai qu'il y a une guerre idéologique terrible entre la bande de salopards qui voudraient mettre leurs femmes sous burqa et qui voudraient imposer la loi islamique la plus dure, et ceux qui veulent être républicains. toujours pareil. Mais Mais- cette bataille-là, c'est pas des exceptions contre. Mais non, ben non. Le problème, eh c'est bien, que vous vous faites êtes toujours mal de la morale. renseigné. D'un côté, vous avez des salopards, et de l'autre, il y a des républicains. Il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est pas de la morale. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Non. Il n'y a ni des salopards, ni des ni républicains. c'est Mais pas ça. vous Non. êtes toujours, Éric dans le Zemmour. manichéisme Éric Zemmour. moralisateur. Entendez-moi, pardon. Vous êtes là tous les soirs. Moi, je suis là ce soir. Écoutez-moi Mais je bien. ne vais pas vous laisser parler pendant une heure quand même. Non, mais Et moi, j'ai le droit de poser une question quand même. J'aimerais bien qu'on change de sujet Mais et si, qu'on vous parle du faites que la racisme. morale. Non, mais vraiment. Vous avez Moi, des, moi, vous avez je des ne veux pas- concepts. Dernier mot, Bernard-Henri Lévy, ensuite on Dernier change de mot. sujet. Moi, je veux pas de la guerre civile en France. Personne je la veux veut. qu'on arrête avec la haine. Je veux qu'on arrête de vous agresser, vous, dans la rue, comme c'est Donc, arrivé merci. à 2 reprises récemment. Je veux arrêter la spirale de la haine. Alors, Et arrêter la première spirale chose de à la faire haine. Pour arrêter la spirale de la haine, c'est de Bernard-Henri Lévy. reconnaître qu'il y a en France des gens qui se reconnaissent dans l'islam parce que c'est leur foi la plus intime, mais qui sont aussi républicains, et c'est reconnaître qu'ils sont extrêmement nombreux. Alors, messieurs, maintenant, on change de sujet. Merci beaucoup de m'avoir un peu entendu. Après, Pardon, je suis désolé. non, mais vous avez. Pardonnez-moi. Alors, j'aimerais qu'on parle justement. On a parlé d'humanisme, de génuflexion, de tout ça. On va parler du racisme, puisque dans votre livre, vous écrivez, d'abord pour faire le lien avec les États-Unis, vous écrivez que pour la première fois de l'histoire, depuis un siècle, le monde vivait une grave crise et n'attendait rien des États-Unis, comme si l'Amérique ne comptait plus, ne pesait plus, n'existait plus. On voit aujourd'hui que la mort de George Floyd aux États-Unis a pourtant entraîné dans toute l'Europe des réactions en chaîne contre le racisme et les violences policières. Comment, vous qui vous avez été, je l'ai dit, fondateur de SOS Racisme en 1984, comment analyser l'arrivée de ce nouvel antiracisme venu directement des campus américains? Il n'est pas venu des campus, il est venu de l'Amérique tout entière. Cette image de George Floyd assassiné de sang-froid par un policier, elle a bouleversé l'Amérique entière, pas seulement les campus. Et à partir de l'Amérique, elle a bouleversé le monde entier. Le problème, il y a eu souvent et toujours peut-être des images de ce genre. Celle-là, elle a été filmée. Et ces quelques minutes-là, pour n'importe quel humain normalement constitué, elle est insoutenable. Et ce n'est pas une question d'influence des Américains, c'est que tout le monde a trouvé cette image insoutenable. Par ailleurs, je trouve que le fait qu'on soit sorti de cette période triste du confinement, parce que ça c'est mon avis, c'est ce que je dis dans ce livre, c'est qu'en effet cette période, je ne suis pas de ceux qui ont trouvé que c'était une expérience merveilleuse et que c'était un des beaux moments de ma vie. Je n'ai pas aimé ce moment. Le fait qu'on en sorte par des manifestations antiracistes, le fait qu'on en sorte pour porter le deuil d'un Américain assassiné, je trouve que ça avait de la gueule. Je trouve que c'était beau et je trouve que c'était à l'honneur de, en tout cas, notre pays. Ça avait de la gueule, Éric Zemmour? Ça avait de la gueule pour montrer l'habileté de l'extrême gauche à manipuler les sentiments les meilleurs de l'humanité. Oui, ça c'est sûr, ça avait de la gueule. Maintenant, effectivement, il faut voir ce que c'est cette réalité. Je ne parle pas évidemment de la mort de ce pauvre garçon qui a été assassiné froidement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'après. L'après en Amérique comme en France, avec la récupération politique, la récupération idéologique par un mouvement
antiraciste qui est en vérité un mouvement raciste. Et qui est un mouvement raciste anti-blanc. Quand 3 blancs se font assassiner, là, hier, par des migrants, personne n'est ému. Personne ne fait des manifestations gigantesques. Pourtant, ils sont homosexuels. Et ils ont été massacrés parce qu'ils étaient homosexuels. Seulement, ils sont blancs. C'est quoi le pourtant? Pourquoi pourtant? Parce que Pourtant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manipulation derrière. Oui. Quand c'est un noir, on joue sur la culpabilité blanche et on explique que les blancs sont tous racistes et que les noirs sont des victimes éternelles du racisme blanc. Et ce mouvement-là, décolonial, indigéniste, vous en êtes le grand-père. Et je vais vous dire pourquoi vous en êtes le grand-père. Parce que vous avez été le parrain d'SOS Racisme. Et SOS Racisme, c'est la mère, ou le père, comme vous voulez, la mère, et vous êtes le père de ces gens-là. Pour une raison très simple. C'est que vous avez mis la race dans la bataille politique. Et là, on ne s'en remettra jamais. Et vous vous souvenez du mot de Baudrillard très drôle, SOS racisme, c'est comme SOS baleine, il faut sauver les racistes. Eh bien, c'est ce que vous avez fait. Vous avez réveillé les racistes. Et je vais vous dire, en fait, fondamentalement, je pense qu'il y a une analogie à faire avec la Révolution française. Les gens qui ont fait 89 ont provoqué 93. Et ils s'en sont jamais pardonnés. Et ils étaient toujours malheureux de ça. Vous savez, Taine dit « La terreur a commencé le 14 juillet 89 ». Vous savez, quand on a mis au bout d'une pique la tête de ce pauvre gouverneur de la Bastille. Eh bien, vous faites la même chose. Vous avez fait 89 et maintenant c'est 93. Un 89 qui durerait 40 ans, déjà, c'est intéressant. Entre la Révolution française, ça dure 3 ans. Entre le moment où on sort Mirabeau du Panthéon et où on y met Marat pour ensuite l'y retirer, il se passe... Là, c'est 40 ans. Et alors ? Là où votre raisonnement est absurde, et vous venez de le dire un tout petit peu à la fin de votre longue intervention, c'est que SOS Racisme et les séparatistes d'aujourd'hui, c'est le contraire. Et il y a une guerre idéologique, une guerre d'idées totale entre les deux. Quand nous avons fondé SOS Racisme, il y a en effet 40 ans. On n'introduisait pas la race, on disait justement que les races ne comptaient pas. On disait qu'on était d'abord français, on disait qu'on était d'abord républicain, on disait « touche pas à mon pote ». Et mon pote, il n'avait pas de couleur. Et je me rappelle, attendez, laissez-moi vous instruire. Mais dans la première là, vous savez, je regardais, presse, j'étais petit, mais dans la première conférence de presse que nous avons donnée avec Simone Signoret et Coluche, la conférence de lancement des SOS Racisme, j'ai raconté une histoire qui avait amusé les journalistes à l'époque, c'était l'histoire de ma petite fille. Quand elle était à l'école maternelle, elle me parlait de sa meilleure amie. Elle me disait des tas de choses sur cette petite fille. Son caractère, ses défauts, à quoi elle jouait, de quoi elle lui en voulait, de quoi elles avaient discuté. Et le jour où je l'ai connue, où elle me l'a présentée, il y a une chose que ma petite Justine ne m'avait pas dite, c'est qu'elle était noire. J'avais raconté cela lors de cette conférence de presse pour dire qu'il y avait là le modèle de ce que devait être un mouvement antiraciste, c'est-à-dire un mouvement selon lequel la question d'être noir ou d'être blanc, la question d'être musulman ou d'être juif n'est pas le déterminant fondamental, n'est pas une prison dans laquelle nous devons nous enfermer et dans laquelle autrui doit nous enfermer. Donc nous étions républicains. Nous chantions la Marseillaise à la fin des manifestations. Et à l'époque des SOS Racisme, Harlem Désir, Fodé Silla, Malek Bouti, vous n'auriez jamais vu une banderole anti-israélienne, pro-palestinienne, quels que soient les sentiments que l'on puisse avoir, quels que soient les sentiments. Je vais vous répondre sur tout ça. Quand on se battait pour contre le racisme, on se battait contre le racisme. Alors aujourd'hui, Baudrillard a peut-être dit ça. Moi je dis, c'est mon dernier bloc-notes du Point. Je l'ai lu. SOS anti-racisme. Parce que c'est vrai qu'on est en train de perdre ce bel antiracisme républicain dont nous avons jeté les bases il y a 40 ans, qui est toujours vivant, grâce à un garçon vaillant qui s'appelle Dominique Sopo, et à ses camarades. Et je crois qu'il faut l'encourager précisément dans son combat, qu'il y va de la République. Je continue mon analogie révolutionnaire. Vous êtes Barnave face
à Robespierre. Ah, la révolution était belle en 14 juillet 89 et la 14 juillet 90, la fête de la Fédération. Mais c'est vrai oh, qu'elle était magnifique. belle en 1789. Ah bah oui, c'était beau. Ça s'est fini comment? Mais c'est vrai qu'elle était voilà, belle. ça se finira de la même façon. Mais vous êtes Barnave mais face à Robespierre. Mais C'est triste vrai. pour vous. Mais le problème... Et je vais vous dire, non, laissez-moi Laissez-moi finir. Soyez gentil. Je vais vous dire quelque chose. Ensuite, je vous donne la Je parole. suis gentil, vous savez. Merci. J'adore votre histoire. Oui. De votre petite fille. Ma fille, oublie, oui, votre Justine, fille, pardon. ma fille, Votre la romancière qui oublie, Justine Lévy, oui. bon, qui oublie de vous Qui dire dit que sa tout copine sauf était ça. noire. Très bien. Vous savez ce que c'est ça? Mais c'est justement le monde que vous avez détruit. C'est la France que vous avez détruit avec votre antiracisme. C'est la France assimilationniste. Vous avez parlé d'Harlem Désir. Harlem Désir, je me souviens d'une interview dans Libération, milieu des années 80. Il dit, vous pouvez la retrouver quand vous voulez, il dit, jusqu'à présent en France, on disait l'assimilation ou la valise. Eh bien nous mettons autre chose, il n'y aura pas l'assimilation ou la valise. C'est là que vous avez tué la France. C'est là que vous avez tué la... Laissez-moi finir. C'est là que vous avez tué la République. J'en ai pas de souvenir. Si, mais c'est très simple. Mais c'est l'idée. De toute façon, quand vous dites le droit à la différence, ça veut dire ça. Mais moi, j'ai jamais dit le droit Pas à la vous, différence. mais SOS Racisme. Mais attendez. non, Et attendez. Attendez, laissez-moi finir. Et deuxièmement, vous dites, quand à l'époque, on dit le droit à la différence, quand on dit... On dit pas. Mais si on dit, Non. quand on dit, il ne faut plus l'assimilation. Alors, bon, oublions. Quand on dit... On disait le droit à l'universel. Oui, non. SOS non. Racine disait le droit à l'universel. Attendez, il y a des textes à l'époque ne me de coupez moi, pas sans de cesse. Julien Drey, d'Harlem Ne me Désir, qui coupez disait... pas sans Attendez, cesse. attendez. Non. Après, je vous laisse. L'universel, Qui disait... Attendez, je perds la mémoire. Ouais, je vais perdre le fil. Entre le droit et la différence, il y a une contradiction dans les termes. Il n'y a de droit qu'universel. Alors, telle était, Bernard telle Henry. reste ma position. Il n'empêche que vous avez dit aussi qu'il n'y a plus d'assimilation, que l'assimilation est un héritage du colonialisme. Ils l'ont dit. Et que là, vous avez tué la France et même vous avez tué la République. Parce que la République est assimilationniste. Et vous avez inventé, vous avez accouché d'un multiculturalisme qui aujourd'hui... Et dès l'époque, d'ailleurs, je vous rappelle qu'à l'époque, il y a le mouvement des Beurs qui vous reproche déjà de leur avoir piqué l'idée et d'avoir médiatisé à leur place. Et aujourd'hui, les gens qui sont indigénistes, les gens qui sont militants noirs, vous font le même reproche. Et vous le savez très bien. Et donc ces gens-là vous détestent, je le répète, et c'est vous qui les avez accouchés. Pas le contraire. Exactement comme la Révolution. Pour reprendre un de vos mots favoris, vous semblez vivre dans un monde de bisounours. Pas du tout. Attendez, Pas du tout. Où tous les antiracistes devraient être d'accord. Moi, je vis dans un monde sérieux où je sais qu'entre les antiracistes, il y a des lignes de clivage terribles. Et c'est vrai qu'entre ceux qui disent la différence d'abord et ceux qui disent la République d'abord, il y a un fossé. Et cette bataille-là, cette bataille d'idées, il faudra que les républicains la gagnent. Vous avez mené une fausse République. La République, elle n'est pas la vôtre. Oui. La République, elle est, je vous le répète, assimilationniste. La République, elle dit nos ancêtres, les Gaulois. Oui. Et vous l'avez contesté ça dans les années 80. Et le résultat, votre résultat idéologique, c'est les gens, les indigénistes, qui disent il y a les militants noirs et il y a les 6 réunions non racisées. En ce qui me concerne, j'ai passé mon enfance. Mais parce que, comme d'habitude, vous n'avez pas les conséquences de vos actes. C'est comme d'habitude. Vous ne pouvez pas me dire ça. Mais si. J'ai passé mon enfance et mon adolescence, comme vous d'ailleurs, au fond, à lire des écrivains français que j'admirais. Comme moi, exactement. Attendez, et puis à des moments, j'avais 12 ans, 13 ans, où je pleurais parce que je découvrais que ces écrivains que j'admirais, ils étaient antisémites. Voilà. J'ai connu la même chose. Voilà. Oui. Donc, et alors en effet, je sais bien, je continue à les admirer. que c'est ça la France. Oui. Je sais bien que c'est ça la France. Et je sais que le combat d'un Français aujourd'hui, c'est bien sûr la littérature française est ce qu'elle est, mais c'est de faire en sorte que ces sentiments-là qui allaient de soi, à l'époque de Monterland, à l'époque de Paul Morand, il est bon aujourd'hui qu'ils n'aillent plus de soi. Il est bon que nous soyons nombreux à trouver qu'ils font du mal à la société, qu'ils font du mal à la République, qu'ils jettent les humains les uns contre les autres et qu'ils fomentent la guerre. Mais voilà. vous avez réinventé l'antisémitisme. Moi, je veux pas la guerre. Les militants islamistes et les militants noirs, ils sont antisémites. Et ce qu'ils vous reprochent, c'est d'être juifs. Et ce qu'ils reprochent à SOS Racisme, c'est d'être juifs. Et au début, aujourd'hui, dans les banlieues, les juifs qui se font taper dessus, c'est par des musulmans ou des noirs. C'est pas par des gens qui ont l'humour race. Alors arrêtez avec ça. Zemmour et les gens qui sont en train, à l'instant même, pendant que nous parlons,
de m'insulter et peut-être de vous insulter aussi sur Twitter, c'est pas sûr qu'ils soient tous islamistes. Bah, écoutez, vous avez peut-être ouais. des bons Encore une maurassiens fois. ou des bons fachos ou des bons militants du Front National qui sont en train à l'instant même de déverser des tombereaux d'ordures comme ils le font. Non mais regardez. Une fausse équidistance, il n'y en a pas. Mais il y en a une. Il y a en France deux antisémitismes. Ben non. Ben non. Il y en a un, en effet, qui s'alimente à l'islamisme radical, et il y en a un autre qui est un vieil antisémitisme français. Mais qui et est la mort différence politiquement. entre les deux, écoutez-moi une seconde, je vais vous dire. Je vous en prie, je la fais ça. différence entre les deux, Ouais. c'est que sur le second, sur le vieil antisémitisme français, vous ou moi et d'autres, nous avons un peu prise. C'est notre affaire. Ce sont des livres qui nous ont nourris. Ouais. Ce sont des livres que nous essayons de D'accord. continuer. On peut agir, on peut faire que l'antisémitisme soit pas une idée comme une autre, mais que ça soit Mon cher. une pensée criminelle. On peut agir, L'antisémitisme islamiste, on peut et il faut. Moi, je passe ma vie à ça. Vous savez, moi, je suis allé le dénoncer au Pakistan. Je suis allé faire l'enquête sur Daniel Pearl. Je suis allé, quand j'ai fait mes histoires pour Le Monde sur les guerres oubliées, je suis allé au contact de ça. Bien sûr, mais c'est vrai que ça sera à la fin des fins une affaire entre entre islam et islam. L'antisémitisme n'est pas le cœur de la discussion. Le cœur de la discussion, c'est le destin de la France. Et le destin de la France qui est menacé d'invasion, de colonisation, de ségrégation, d'explosion, de séparatisme, c'est ça le vrai sujet. Et ce sujet-là, avec des gens qui veulent abattre les statues de Colbert, etc., c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. C'est comment on veut détruire la France, détruire le peuple français, détruire sa culture, détruire son histoire, et c'est là où j'en viens à vous, c'est toujours la même chose, c'est vous qui avez commencé. Je vais vous dire, c'est très simple, dans l'idéologie française, vous savez, pour mon livre « Le suicide français », vous vous souvenez, j'ai fait un chapitre sur votre livre. Et donc, je l'avais lu quand j'étais jeune, et je l'ai relu, donc, et j'étais sidéré. Parce qu'en fait, vous voyez toute l'histoire de France avec les lunettes de l'antifascisme, et vous considérez que vous fascisez toute l'histoire de France, même Péguy, le pauvre, passe pour un fasciste, c'est une boucherie. Quand les communistes, je me souviens, il y avait un truc qui m'avait frappé, parce que je n'avais pas souvenir de ça quand j'avais lu ça, jeune homme. Vous dites, les communistes, leur problème, c'est pas qu'ils sont à l'Est, c'est qu'ils sont trop français. Et vous leur reprochez d'aimer la poésie française, et vous reprochez à Aragon d'aimer la poésie française. J'en suis tombé de ma chaise. Et ce que font aujourd'hui, au nom de la race, j'ai fini, au nom de la race et de l'esclavage, les militants indigénistes qui vous détestent, c'est ce que vous avez fait au nom du fascisme et de l'antisémitisme de l'histoire de France. Vous avez brisé l'histoire patriotique de la France et eux, ils héritent de ça. Bernard-Henri Lévy, invasion, colonisation, vous êtes d'accord? Moi, je vois, mais bien sûr que non. Moi, je vois l'histoire de France à travers le prisme et les lunettes de la grandeur française. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Eh ben, moi aussi. Je donne un exemple. Je donne un exemple dans mon livre. Ouais. Général de Gaulle, 1956. Arrêté, il est à Tahiti en voyage semi-officiel, il n'est pas encore au pouvoir. Il est arrêté par une manifestation de lépreux. Il arrête sa voiture. Il étreint l'organisateur de la manifestation. Il étreint un à un chacun des manifestants. Il prend une petite fille dans ses bras. Il ne dit pas un mot, il remonte dans sa voiture et il redémarre. Moi, ça pour moi, c'est une image de grandeur française. Grandeur française, c'est André Malraux. Quand il dit « La France n'est jamais si grande que quand elle est grande pour tous les hommes ». Et la grandeur française, c'est au prisme duquel je vois mon pays. Mais là, c'est... Écoutez-moi, c'est mon père, André Lévy, qui a été l'un des premiers à atteindre la dernière pointe de Monte Cassino, entouré par un bataillon de goumiers, de combattants marocains, voilà, qui se sont fait trouer la peau, qui sont morts pour la patrie et qui ont libéré Monte Cassino. Pour moi, cette image de mon père, gravissant cette dernière montagne, ramassant des blessés, cité au feu par cette légende de la France libre qu'est le général Diego Brosset, ça, c'est à cette aune-là que je vois la France. Je ne la vois pas à l'aune du fascisme, je la vois à l'aune de ça. Vous avez fait que ça. Et je pense, mais non. Vous avez culpabilisé des générations de Français en leur traitant de fascistes et de vichistes toute leur vie. Non, je regrette que les Français d'aujourd'hui ne soient pas toujours à la hauteur du général de Gaulle dans cette scène que je vous rappelle, qu'ils ne soient pas tous à la hauteur de ceux qui ont gravi le Monte Cassino et qu'ils ne soient pas tous à la hauteur de la phrase d'André Malraux. Je pense que nous devons
qu'il est bon toujours de rendre les gens pas un peu plus petits qu'eux-mêmes, un peu plus grands qu'eux-mêmes. Voilà. Un vrai travail d'intellectuel, c'est d'aider à ce que les gens et les peuples soient un peu plus grands qu'eux-mêmes. Et ça, c'est vrai que j'ai 72 ans bientôt, depuis 40 ans, depuis 50 ans, c'est mon but. Et y compris auprès d'ailleurs de chefs de guerre musulmans, auprès de Mujibur Rahman au Bangladesh, d'autres. C'est toujours Éric ça Zemmour que vous répond. Ensuite, je veux savoir, faut-il revisiter l'histoire? Vous répondez ensuite, faut-il revisiter l'histoire pour le déboulonnage? Est-ce qu'on va parler de la Libye ou pas? Et après, on parlera de la Libye. On a le temps, on a le temps. Il nous reste 20 minutes. Alors, très bien. Alors, vous avez tout à fait raison sur un point, votre évocation de Monte Cassino m'émeut beaucoup parce que je suis allé, il y a une dizaine d'années, à Monte Cassino et j'ai visité ce cimetière immense au pied de Monte Cassino. J'ai regardé tout ça, c'est très impressionnant et c'est tout à fait admirable et j'ai lu des livres là-dessus. C'est une bataille incroyable, avec les Américains qui ne cessaient de bombarder comme des abrutis alors que ça permettait aux Allemands de tenir. Et vous avez tout à fait raison, les officiers français avec leurs goumiers marocains et les Polonais. Exact. Vous êtes d'accord? J'ai lu ça dans un historien anglais, c'est remarquable. Exact. Et les Polonais qui sont allés chercher au couteau les soldats allemands, c'était incroyable. Bon. À la bite et au couteau. Non, vraiment, c'est vraiment ça. Et vous savez, il y a une anecdote très drôle dans cet historien anglais que j'ai lu. Il raconte comment les goumiers marocains, qui étaient très pauvres, vendaient leurs prisonniers aux soldats américains qui avaient des bons dollars. Et comme ça, les soldats américains faisaient des photos avec les prisonniers allemands et ils faisaient croire que c'était eux qui les avaient arrêtés. Donc, je suis tout à fait d'accord, ça c'est la France, moi aussi, que j'aime. Mais c'est la France qui se bat. C'est la France qui défend sa liberté. Oui, mais... C'est la France... C'est pas la France, elle se défend, elle se bat pas pour les autres, elle se bat pas pour les Afghans ou pour les Libyens. Elle se bat. Attendez, je vous ai laissé. Oui, elle se bat pour eux. Et quand vous dites la haute figure de général de Gaulle, les lépreux, tout ça, c'est quoi? C'est quoi, Bernard-Henri Lévy? Ça s'appelle le christianisme, mais vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Ça s'appelle les prêtres qui soignaient les lépreux. Oui. Ça s'appelle les prêtres qui achetaient des esclaves africains pour les libérer. Oui. Ça s'appelle le christianisme. Et ça veut dire la France. Le problème, c'est que avec l'immigration musulmane, il n'y a plus de France chrétienne. Mais le judaïsme est inclus dans le christianisme. Ah non, le judaïsme n'est pas inclus dans le christianisme. Mais le christianisme reconnaît le judaïsme. Il prend le message. Pas inclus. C'est la même chose. Il y a des racines juives à la France, il y a des racines chrétiennes. Il y a des racines chrétiennes. Et l'image du général de Gaulle, c'est pas seulement chrétienne. Mais si, gréco-romaines. Elles sont chrétiennes et gréco-romaines. Et justement, je vais vous dire. Non, mais attendez. Mais non, c'est comme le baiser au lépreux de Claudel dans l'annonce faite à Marie. Moi, ce que je dis dans ce livre. Mais ça, c'est encore le christianisme, Bernard Lévy. Et si vous détruisez la France chrétienne, vous tuez la France. Alors, c'est comme l'image du Messie. Laissez-moi finir. Attendez, non, je ne vous laisserai pas parler. Laissez-moi parler. Le Messie juif. Non, je ne vous laisserai pas parler. Non, parce que vous ne me laissez pas parler. Aux portes de Rome. C'est ça la France. Non, je suis trop correct avec vous. Éric Zemmour. Alors, Bernard-Henri Lévy, s'il vous plaît, il nous reste peu de temps. J'aimerais que vous répondiez à ma question, faut-il revisiter l'histoire rapidement, et ensuite qu'on passe à la Libye. On va aller très vite sur votre question. Et soyez sage, Bernard-Henri Lévy, je vous ai à l'œil. Non, parce qu'il en profite de ma courtoisie. Donc, le général de Gaulle, le baiser aux lépreux, je répète, c'est le christianisme. Et deuxièmement, le général de Gaulle, ce n'est pas l'image que vous avez. Vous avez inventé une image d'un général de Gaulle, comment dire, presque vagabond, en dehors de sa terre, les pieds, les semelles devant. Je vous ai lu, encore une fois, je me souviens de l'idéologie française. Vous avez, parce qu'il est parti à Londres. Il est pas un peu hors de sa terre. Bien sûr qu'il est hors de sa terre. Bon, seulement, le général de Gaulle, que vous le vouliez ou non, c'est un terrien, c'est un enraciné. Et c'est un type qui dit à Perfit... Pourquoi il donne l'indépendance de l'Algérie? Parce qu'il pense que la France, il y a des Français jaunes, vous connaissez la phrase célèbre, des Français noirs, des Français bruns, mais nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Et il continue, il dit... Les autres, il faut qu'ils restent en minorité, car sinon, ce ne serait plus la France. Eh bien, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Ce n'est plus la France, parce qu'on n'a plus cette masse critique. Donc ça, c'est important. Maintenant, faut-il revisiter l'histoire? Je vais très vite. Oui, très vite, parce que je l'ai déjà dit. On ne va pas parler de la Libye, parce que je ne peux pas ne pas répondre à ça. Et les briseurs de statues, ils ne font, je le répète, et je vais très bref, que continuer votre boulot. Vous avez brisé
les statuts de l'histoire de France en les traitant tous de fascistes et de vichistes, et ben eux, ils continuent en les traitant tous de colonialistes et d'esclavagistes. Allez, Bernard-Henri Lévy, vous répondez, ensuite on change. La grande différence, c'est que ceux qui brisent les statuts aujourd'hui sont des crétins qui mélangent tout et qui mélangent Cecil Rhodes, inventeur de la Rhodésie, et Winston Churchill, vainqueur du nazisme. Le vrai problème, c'est pas de briser les statuts, c'est de tout mélanger. Quand on a brisé, quand on a d'abord, j'aime pas qu'on déboulonne des statuts. On est d'accord. Parce qu'il y a un parfum de lynchage, On est d'accord. même pour une statue. Mais quand on décide, quand les Russes libérés du communisme décident de se libérer des statues de Lénine, je trouvais ça bien. Oui, oui. Quand on décide de se libérer des statues de Staline à Gori, je trouve ça bien. Et quand on pense à les remettre, je trouve ça affreux. Donc, le vrai problème, c'est pas enlever les statues, c'est de tout mélanger. C'est de mélanger Comme vous. l'homme qui a vaincu le nazisme contre le fondateur de la Dobers qui a inventé Comme la vous avez Rhodésie. traité Peggy de fasciste? Non, Même chose. mais je n'ai pas traité Peggy de Si. fasciste, c'est bien plus compliqué que ça. Alors je renvoie vos auditeurs à l'idéologie française que vous avez la bonté de citer. Alors. Par ailleurs, le général de Gaulle, pardonnez-moi, Ouais. ce qu'a pu écrire Perfit, Ah. après coup, etc. Ah, voyons. Voyons, oui. Moi, C'est marrant parce que sur le reste, il n'est pas contesté. Il est contesté que sur cette Mais phrase. il n'est pas contesté sur ce qu'il a fait au 18 juin 40. C'est-à-dire Quel quand il a rapport quitté. C'est de ça que je vous parle. L'homme aux semelles de vent, l'homme qui pense en effet qu'il n'a plus sa place sur la terre de France parce qu'elle est occupée par les nazis Ouais. et qu'il Par les doit Allemands, pas défendre les nazis. une certaine idée de la France et Ouais. que pour ça il doit être hébergé par la BBC et par Winston Churchill. Et ça lui Je fait vous mal parle au de ventre, ce De parce que Gaulle-là. c'est les Anglais qui Je nous vous ont parle lâchés. de ce De Gaulle qui décide de transformer la France en une idée Ouais. et que c'est comme ça qu'il la défendra et qu'il la restaurera. Celui-là, je l'admire. Voilà. Messieurs, Mais vous admirez un De Gaulle qui a existé dans un temps vraiment éphémère et qui en plus, c'est pas du tout ce qu'il pense. Il pense pas comme vous. Il nous reste il pense pas 12 qu'il va minutes. transformer la France en une idée. Est-ce C'est que vous faux, déraisonnez ça. un Pas du De tout. Gaulle éphémère? Pas du C'est tout. le De Gaulle qui fait que nous sommes tous ici. C'est le De Gaulle qui fait que vous êtes né, que je suis né. Mais pas du que tout. nous sommes Mais pas du français. tout. Alors, on C'est vous a le De entendu Gaulle qui chacun. a Mais refait la pas du France. tout. Mais pas du Bernard-Henri C'est pas un De Lévy Gaulle Mais éphémère. pas et du Éric tout, Zemmour, mais pas on vous du a tout. entendu Le chacun. De Gaulle Bernard-Henri du Lévy. 18 juin 40 Bernard-Henri est l'homme Lévy. qui a refondé la On France. vous a entendu, on vous a entendu Oui, sur oui, ce point. oui, mais il faut... oui. Oui, il faut répéter 2 fois. Alors, oui, 2 laissez-moi fois. vous dire, il nous reste seulement 12 minutes. J'aimerais qu'on parle de la Libye. Dans votre livre, justement, vous dites que le coronavirus, cette épidémie, elle a tout effacé. On J'ai ne parlait trop plus chaud, de j'enlève rien. ma veste. Je vois que vous êtes... Prenez un petit Ça verre m'énerve d'eau, quand enlevez la veste. Je vois que vous êtes énervé. Geste éphémère du Non. 18 juin 40. Mais On va mettre un petit peu de clim je pour parle abaisser pas la du geste température. éphémère, Non, vous mais savez Éric très bien. Zemmour, s'il Je vous parle du fait que vous avez transformé le De Gaulle qui Éric part à Zemmour. l'ombre en une idée du De Gaulle qui est la semelle devant. C'est faux. C'est une falsification historique. C'est tout. Bon, maintenant qu'il a enlevé, restez comme ça, pas plus. Maintenant, on va parler de la Libye. Parce que qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous qui êtes vraiment un homme de terrain, comment est-ce qu'on peut analyser la situation en Libye aujourd'hui? Ben, il se passe ce qui devait se passer à partir du moment où l'Amérique a décidé de se retirer des affaires du monde, à partir du moment où elle a élu un président qui croit que la Finlande appartient à la Russie, qui mélange la Yougoslavie, les Balkans et les pays baltes, c'est Donald Trump. À partir de ce moment-là, donc elle s'est retirée du reste du monde, eh bien, des petits empires, en l'occurrence l'empire russe renaissant et l'empire ottoman nostalgique d'Erdogan, occupent le vide, occupent l'espace, se taillent la part du lion et occupent le terrain. Et il y a aujourd'hui un condominium russo-turc qui est en train de se partager la Libye aux portes de l'Europe. Voilà, Comme la c'est ça. Syrie. C'est ça qui est en train, comme en Syrie, voilà, avec beaucoup moins de morts grâce au ciel qu'en Syrie, mais avec des conséquences géopolitiques aussi catastrophiques. Donc on est en train de vivre ce que j'annonce moi depuis très longtemps, les effets de de ce terrible retrait américain et retrait de l'Occident. Et l'effet du fait que l'Europe, malheureusement, n'a pas su prendre le relais. Moi, pourquoi je suis européen? Parce que je rêve d'une grande France, mais aussi d'une grande Europe, capable de fonctionner comme une force politique, prenant le relais, reprenant le flambeau De des grandes valeurs questions. occidentales que l'Amérique est en train de laisser choir. Éric Zemmour. la Ah situation. là 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 là.
Ça me rappelle notre débat de la dernière fois. Oui. Vous êtes un enfant nostalgique, éternellement nostalgique de l'oncle Sam. C'en est presque touchant. Moi, excusez-moi, je suis plus gaulien que vous et je pense que les Américains ne nous ont libérés que pour nous asservir. Et qu'ils nous ont lâchés après 18 avec les Anglais. J'ai une lecture, je crois, plus gaulienne que vous, mais c'est pas grave. Après 18 ou après 45? Après 1918, ils nous ont lâchés pour nous mettre face à l'Allemand et pour qu'on se fasse écraser et pour arriver après en libérateur. Mais passons sur cette histoire-là. La Turquie, enfin la Libye et la Turquie et la Russie. Trump, c'est pratique, on lui met tout sur le dos et voilà, et c'est tranquille. Après, on est peinard. Sauf que ça ne marche pas, parce que je vous rappelle quand même que vous avez reproché à Obama de ne pas intervenir en Syrie. Et vous avez dit à l'époque, je me souviens très bien, vous avez dit, s'il y a la guerre civile, s'il y a tout le monde qui intervient, les Russes qui interviennent, les Turcs qui interviennent, tout le monde qui intervient là-dedans, et c'est à cause d'Obama, parce qu'il n'a pas déjà fait le rôle de gendarme américain. Sauf que là, en Libye, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que vous dites que les Américains se sont retirés, mais ce n'est pas vrai. Les Américains sous Obama nous ont aidés. Le petit américain, le petit gendarme américain, vous l'avez trouvé avec Sarkozy. Et vous lui avez fait jouer le rôle du petit gendarme américain qui a massacré Kadhafi. Le résultat, la Turquie et la Russie en Libye, c'est vous. C'est vous, c'est à cause de vous. C'est pas aujourd'hui. Mais oui, mais tout est à cause de vous. S'il y avait Kadhafi aujourd'hui, il n'y aurait pas les Turcs. Ouais. Il n'y aurait pas 7000 djihadistes à nos portes, parce que vous savez très bien que la Turquie, en fait, ce n'est pas des soldats turcs qui se battent en Libye, c'est 7000 djihadistes qu'il a ramenés de la Syrie, vous le savez très bien. Donc, c'est vous qui avez détruit Kadhafi, c'est vous qui avez, au nom de votre idéologie de droit de l'homiste à la noix, parce que c'est ça, une idéologie inconséquente. Kadhafi serait resté au pouvoir, il n'y aurait pas de problème libyen, il n'y aurait pas de Turcs en Libye, il n'y aurait pas de Russes en Libye. Et vous devriez bénir Poutine, parce que c'est le seul qui combat franchement les Turcs. Comme on disait quand j'étais enfant, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est très difficile de faire l'histoire. Mais prenons l'hypothèse. Encore une fois, les conséquences de ces actes. Et si Kadhafi était resté au pouvoir, prenons une seconde cette hypothèse. Absolument. Et si Kadhafi était resté au pouvoir, alors je pense que la Libye serait une autre Syrie. Et qu'est-ce que ça veut dire une autre Syrie? Ça ne veut pas dire... Mais si, le peuple libyen était décidé à se débarrasser de son tyran, comme le peuple syrien est décidé depuis 10 ans à se débarrasser du sien. Et qu'est-ce que ça veut dire une guerre qui dure 10 ans avec un tyran qu'on ne détrône pas en Syrie? Ça veut dire pas 30 000 morts comme en Libye, ça veut dire 400 000 morts. Ça veut dire pas 1 million de réfugiés déplacés comme en Libye, ça veut dire 11 millions de réfugiés et de déplacés. Il y aurait eu 2 Syries. Ça, c'est dans votre hypothèse. Par ailleurs, vous savez, il y a une vieille, puisque vous aimez le christianisme, il y a une vieille histoire chrétienne inventée par les chrétiens du 4e et 5e siècle, qui s'appelle la théorie de la guerre juste. Saint Augustin, puis Saint Ambroise de Milan et d'autres. Il y a des moments où, en effet, face à des massacres ou à des perspectives de massacres... Des perspectives de massacres dont on n'était même pas sûr. Ou face à des massacres déjà en cours, il y a des moments où l'on se dit, il y a toute une théorie philosophique extrêmement profonde et précise qui dit qu'il y a des moments où, alors, droit de l'homisme à la noix ou pas, quand on croit au droit, quand on croit à l'humanité, il est juste d'arrêter le massacre. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que le peu que j'ai fait en 2011, que vous avez l'air de surestimer un peu, mais c'est pas grave. Vous voyez, on me prête corrige. Ce que j'ai pu faire en 2011, j'en suis fier. Vous devriez parce que c'est dans le fil de cette théorie de la guerre juste qui est elle aussi à l'honneur de l'Occident. C'est une des choses que l'Occident a fait de juste, que quand l'humanité saigne quelque part, il est du devoir du reste de l'humanité de considérer que cette blessure lui est aussi
infliger. Éric Être Zemmour. un humain, c'est aussi ça. Oui, mais c'est bien parce que la guerre juste a été légitimée les croisades aussi, hein, je vous rappelle. Donc c'est très bien, donc ça m'arrange. Je vous signale quand même que ne venez pas vous plaindre ensuite de ce qui se passe. C'est toujours la même chose avec vous. Vous prenez des positions de principe et puis après il y a des conséquences et vous pleurez sur les conséquences. Mais moi je me plains Mais qu'on c'est n'ait pas vous- continué. mais- Non. Mais si, Je mais me que ça plains. veut dire on n'est pas continué. Il reste 5 minutes, messieurs. On a continué. Le problème, Non. c'est que, je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi je me plains qu'on ait laissé le terrain aux impérialistes turcs et aux impérialistes russes. Mais pourquoi on a laissé le terrain aux impérialistes turcs et russes? Tout simplement parce que... Imaginons par exemple que demain, Oui. demain, Non mais attendez. imaginons Il y a eu... une force euro-arabe. Imaginons qu'une force d'interposition euro-arabe dise à Poutine et à Erdogan, la Libye, c'est pas un terrain de jeu pour montrer vos muscles et pour voir lequel va être le meilleur Éric dans la Zemmour. résurrection du Éric vieil Zemmour. Monsieur Lévy, empire ottoman-russe. Éric le Zemmour. problème, c'est que vous avez détruit l'esprit des nations, vous et d'autres, et que maintenant Ah, vous mais pleurez, pas tout seul. vous pleurez, non pas tout seul, pour une fois pas tout seul, Laissez et vous tomber. pleurez pleure, sur, mais je si, pleure. et vous pleurez quand il y a des nations qui restent fières d'elles-mêmes, comme la Russie et la Turquie, et qui n'hésitent pas à se servir de la force. Ça vous évidemment, ça vous fascine. C'est pas des nations, c'est des empires. Pas du tout, c'est des nations. La Russie, c'est une nation. Écoutez, quand C'est un Erdogan- empire aussi, quand mais c'est une Erdogan- nation. Voilà, merci. Quand Erdogan oui, mais- justifie sa présence en Libye La Turquie, c'est une au nation. nom des droits historiques Je sais, je anciens connais. du- Ça Attendez, d'accord. s'appelle Mais nostalgie. revenons, d'empire. tout à fait d'accord. Mais c'est moi, je ne critique pas. Je suis un admirateur de Napoléon et je suis un inconsolable de la fin de l'Empire français. Donc je les comprends très bien. Et les Russes et les Turcs. Vous voyez, moi je suis pas comme vous. Et puis en plus, Moi, je dis pas que je les comprends pas, je dis que c'est mes ennemis. bah oui, mais moi aussi. Moi, la Turquie, oui, mais pas la Russie. Et moi, je pense que la Russie, c'est Et- mon ennemi. bah, pas du tout. En 2012, il y a des élections. En 2014, les élections sont contestées par les armes. Tout de suite. Vous avez présenté 3 types, on se demande d'où vous avez sorti 3 vagues analphabètes qui connaissaient rien et que vous avez présenté comme la classe politique libyenne. Ah bah, excusez-moi. Mahmoud Mais- Djibril, Alors là, Ali vous avez- Zeidan, Attendez, 3 vagues arrêtez, analphabètes. arrêtez. Non. Il nous reste deux- Franchement, il nous reste vous deux avez minutes. le don, vous avez le don, Non, vous je avez crois- le don de sortir de votre chapeau. Mais c'est- Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens? Bon, alors, Ils sont devenus- Bernard-Henri Djibril Lévy vient de mourir. répond. Ah bah voilà, bah vous voyez. Mahmoud Djibril vient de mourir du Covid-19 et je lui rends précisément hommage dans ce livre. Vous me faites Et rire. le À chaque vague fois, vous faites la analphabète, même Mahmoud chose. Djibril, le jour où il a remercié Sarkozy de l'intervention, il l'a fait alors encore, vous allez dire que je suis obsédé, Bah oui. au nom de la mémoire française du 18 juin 40. Ah, au voyons. nom de Et la et rappelons qu'on peut pas dire au nom que- de la on peut pas dire que- la existe, rigoler. au nom de Mais la vous grandeur faites de la rigoler. France. Le Le vague général- analphabète Mahmoud Djibril se réclamait d'une grandeur de la France que vous êtes en train, depuis le début de cette émission, de conchier. Ouais, et ouais, quant ben au voyons. Premier ministre qui a régné entre 2012 et 2014, Ouais. Ali Zeidan, Ouais. c'était un grand monsieur. Un grand C'était monsieur un qui musulman s'était- éclairé. Ah, voyons. C'était un musulman Ouais, démocrate. ouais, oui, vous- C'était un homme Mais qui comme croyait aux d'habitude- droits de l'homme. Mais vous Et avez qui le don. croyait que les femmes étaient plus belles quand elles Ah avaient oui. le visage dévoilé que quand elles étaient enfermées sous des mais burqas. vous avez le don de Il a trouver- perdu. Ah, voilà, merci, Provisoirement. merci. Provisoirement. Merci. Et il Messieurs. l'emportera Et peut-être. je vais vous Messieurs, dire, en plus, nous avons terminé. vous avez détruit le système de Kadhafi qui était beaucoup plus subtil qu'on le disait. C'est-à-dire que c'était un système d'horlogerie. Il mettait des tribus de l'Est à l'Ouest, des tribus de l'Ouest à l'Est. Mais oui, c'était beaucoup plus subtil qu'on le Alors, croit en France. Bernard-Henri Et donc Lévy- vous avez détruit tout Bernard- ça. Vous présentez Et après, des vous, horlogers. et après, vous pleurez Messieurs, sur l'émission- l'arrivée des Turcs. Mais l'émission c'est est vous terminée. le responsable. Bernard-Henri Lévy, il Vous nous êtes reste le responsable 3 des Turcs. secondes pour un dernier mot. Le premier article que j'ai publié après la guerre de Libye, je me rappelle, c'était dans Newsweek. C'est pour dire que la mort de Kadhafi, dans les conditions ignominieuses où elle s'était produite, était terrible et était une catastrophe pour cette jeune révolution libyenne. Et mon dernier mot encore, c'est que j'aurais aimé ensuite, en effet, qu'on fasse ce qu'on appelle du nation building, Ah, qu'on ouais, aide ah, ce ouais. peuple Mais libéré ils vous ont à se renvoyé. reconstruire. Ce Voilà. peuple libéré vous a renvoyé. Nous et les Français, on a été renvoyés. Vous avez tout gagné. Et le résultat, vous nous dites d'un côté, je suis contre les islamistes. Attendez, et mon je suis vrai- contre les islamistes. Et vous faites le jeu des islamistes avec le Qatar, qui est l'allié des frères musulmans, qui est l'allié de la Messieurs, Turquie. Je vois pas Une d'abord heure ce que de j'ai- débat. Vous êtes comme d'habitude. Nous avons victime de terminé. vos Et ennemis. mon vrai dernier mot, Christine Kelly, Et on c'est a que terminé. c'est que Oui. je ne pleure jamais. Bah Merci oui, bah, beaucoup, je messieurs, ne pleure pour ce jamais. débat. Une Voilà. heure de débat. Il a même Pas tombé l'âme la du veste. victime, je ne pleure Excellente. pas. Merci.
Vous pouvez vous rhabiller maintenant. La température va enfin descendre. Excellente suite de programme sur CNews. Merci encore, messieurs, pour ce débat. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci.